Édition du week-end sur B1 Télévision. Madame, Messieurs, les titres. Première journée de l'entente provinciale de football Kinshasa. Plusieurs rencontres étaient à l'affiche ce week-end. Le FC Renaissance a battu 2-1 sur FC Dijak, tandis que Kevin Litey a marqué 2 buts contre Renaissance Real de Kinshasa. Et puis, modernisation des infrastructures pouvant abriter les ministères et leur administration. 7 immeubles de la place Royale réhabilités seront bientôt aménagés par de nouveaux occupants. Le ministre des Infrastructures et Travaux publics, accompagné de ses collègues, ont effectué une visite sur place. À 48 heures de la rentrée scolaire 2015-2016, les parents élèves sont encore dans la fièvre des préparatifs, alors que dans les écoles, le décor est déjà planté pour recevoir les élèves dès ce lundi. Les gouvernements de son côté rassure de l'effectivité de la reprise des cours sur toute l'étendue du territoire national. Madame, Messieurs, nous ouvrons par la politique. Initialement prévue ce samedi, la rencontre du Front populaire a été reportée à une date ultérieure. Report justifié par des mesures sécuritaires qui ne sont pas jusqu'ici réunies. En attendant la rencontre prévue avec le gouverneur de la ville mardi prochain, Lisanga Bonganga, modérateur de cette frange de l'opposition, rassure l'effectivité sur ce rassemblement qui a comme objectif de sensibiliser la population sur la tenue du dialogue politique. On écoute Lisanga Bonganga au micro de Constantin Tambouy. Quel était le contenu de notre meeting? Notre meeting devait se baser essentiellement sur l'opportunité de la tenue du dialogue, comme soutient le président Tshisekedi, c'est-à-dire sous la médiation internationale. En tant qu'une opposition responsable, nous avons dit, nous serons à ces rendez-vous, raison pour laquelle nous avons répondu au gouverneur. Nous avons répondu au gouverneur que le mardi 8 septembre à 14 h, une délégation du Front populaire répondra à cette invitation. Mais toutefois, nous avons informé le gouverneur que nous tenons à organiser notre meeting. Ce dialogue, vous le savez, devra baliser le chemin des élections et le processus électoral poursuit son bonhomme de chemin. Après la province du Congo central, le tour revient à la province du Haut-Katanga, celle du Haut-Lomami et Lualaba, de bénéficier de l'opération d'accréditation des observateurs long terme. C'est une lourde responsabilité eu égard de l'accompagnement du processus qui conditionne plus de rigueur dans le travail. Bibi Chungoua pour le reportage. L'observation électorale responsable, gage de la crédibilité des élections, il permet de certifier le processus électoral en cours. La CENI s'acquitte de sa mission, ce qui explique le lancement officiel des opérations d'accréditation des observateurs électoraux long terme dans les provinces du Haut-Katanga, Haut-Lomami et Lualaba. Une cérémonie présidée par le vice-président de cette institution d'appui à la démocratie. L'observation électorale est donc un moyen efficace pour la préservation de la sincérité du scrutin. Bien menée, cette opération débarrassera de nos esprits l'idée de trucage et de falsification, autant dire qu'elle va assurer à coup sûr la plus grande transparence du processus électoral. Nos compatriotes mandatés par leur regroupement en vue d'assister à toutes les opérations électorales auront libre accès à tous les lieux où se dérouleront toutes les opérations électorales. Aussi, l'observateur est tenu de respecter les lois et règlements de la République, ainsi que les dispositions arrêtées par la Commission électorale nationale indépendante pour la bonne organisation du scrutin. Seule l'accréditation ne suffit pas. À ceci doit s'ajouter le comportement responsable au regard des lois régissant les secteurs en RDC. Et au chapitre infrastructure, vaut mieux prévenir que guérir, dit-on. La saison des pluies approche et cela préoccupe le ministre des Travaux publics et Infrastructures afin de prévoir des actions urgentes à mener pour sauvegarder les ouvrages. Fridolin Kaswechi a réuni les responsables des structures de sa tutelle. Il s'agit notamment des directeurs généraux de l'Office des routes, de l'OVD, de l'ACGT et de Fourier.
Autour du ministre en charge des Travaux publics ce samedi matin pour cette réunion d'évaluation des projets et de projection d'actions à mener avant la venue de pluie afin de sauvegarder les ouvrages en cours de construction, tous les responsables des secteurs de sa tutelle. Les précisions de Chrysostome Ilangongo, directeur de cabinet adjoint. Avec la reprise des pluies, avec la rentrée scolaire, il a été utile de faire un peu le tour d'horizon des différentes situations. En ce qui concerne les routes nationales, nous avons évoqué des problèmes de barrières de pluie, de sensibilisation sur le patrimoine routier qu'il faut protéger, sur les différentes menaces de tête d'érosion sur certaines routes. Et à côté de cela aussi, il y a toujours ces problèmes de ressources qui se posent. Nous avons vu avec FONER, de manière à ce qu'un programme puisse être fait en urgence entre le Fonds national d'entretien routier ainsi que les structures, de manière à ce que d'ici le début de la semaine, qu'un programme cohérent soit fait au niveau de la voirie, au niveau des routes nationales. Les ressources, dans les limites du possible, seront disponibilisées, a rassuré Fulgence Bamaros Lobota, directeur général du FONER. On s'est convenu sur le 4 mois restant avec l'Office de route de l'OVD des provinces de mettre l'accent sur les priorités par rapport aux moyens disponibles. Vous savez, les besoins sont illimités, les moyens sont très limités. Par rapport à ça, nous avons calé les priorités, les urgences en programme. La bonne tenue des caniveaux et autres ouvrages d'assainissement est une autre préoccupation soulevée lors de cette réunion, notamment par le directeur général de l'Office de voirie et drainage. Je vous le disais, à l'ouverture de cette édition, 7 immeubles en réhabilitation vont abriter incessamment quelques ministères et leurs administrations. Le ministre des Infrastructures et Travaux publics a convié les prochains occupants de ces immeubles de la place Royale à une séance des visites et de présentation des aménagements qui ont été effectués sur ce site. Les 7 immeubles de la place Le Royal ont été présentés à leurs futurs occupants à l'occasion d'une visite initiée par le maître d'ouvrage, le ministère en charge des Travaux publics. En réhabilitation depuis l'année dernière, ces bâtiments ont été modifiés afin d'abriter quelques cabinets ministériels et leur administration. Les membres du gouvernement conviés à cette visite, une dizaine environ, se sont particulièrement intéressés à la qualité des travaux. Sous la conduite de l'hôte, le ministre Kaswichi, ils ont parcouru les 7 étages d'un immeuble pour s'en faire une idée. Fridolin Kaswichi, ici, à la fin de la visite. Les travaux ont commencé il y a environ une année et demie et le déroulement des travaux s'est fait de manière progressive et aujourd'hui on est pratiquement vers la fin. C'est comme ça qu'on a tenu à ce que les collègues ministres viennent donner leurs avis pour les derniers aménagements à faire. Et les impressions sont dans l'ensemble bonnes. Il y a quelques atouts qu'on a pu voir, notamment le fait qu'il y ait plus d'espace, il y ait des salles de réunion, des salles de conférences, des salles de formation. Et puis c'est toujours mieux de regrouper les ministères pour plus de solidarité, plus de fonctionnalités. Une des contraintes principales aujourd'hui, c'est que vous voyez, c'est des bâtiments à 7 étages et il faut impérativement des ascenseurs. Les ascenseurs pourront être là normalement fin octobre et il faut compter qu'il y en a 6 par immeuble, il y a 7 immeubles, donc il y a 42 ascenseurs à installer. Il faut 1 mois et demi environ pour installer 42 ascenseurs. Donc cela nous ramène pratiquement vers fin décembre pour l'occupation convenable des bureaux. Mais les mobiliers est déjà là et il sera simplement question de pouvoir procéder à quelques compléments en fonction des spécificités de chacun des ministères. Initialement prévu pour être livré au mois de juin dernier, les travaux ont connu un léger retard pour faute de financement. Mais le Bureau central de coordination, le BCECO, maître d'ouvrage délégué, rassure qu'avant la fin de cette année, les occupants de ces immeubles pourront déjà s'y installer. On reste dans le secteur infrastructure pour parler de la démolition des constructions anarchiques aux alentours du centre d'enfouissement technique de Mpassa. C'est une décision prise par le gouvernement provincial de Kinshasa dans le but de prévenir la population contre les maladies dues à l'insalubrité. Cet endroit, c'est bel et bien connu, a été destiné à la décharge publique. Christian Elongo pour le reportage.
Près de 2 semaines après la remise et reprise entre l'Union européenne et la ville-province de Kinshasa sur la gestion des déchets dans la capitale, l'exécutif provincial s'est vu obligé de prendre ses responsabilités qui se sont déclinées entre autres par la démolition des constructions anarchiques aux environs du centre d'enfouissement technique d'Mpassa. 3 bulldozers qui entrent en action pour détruire ces constructions anarchiques, une décision dure et douloureuse pour les quelques propriétaires présents. Douralex Cedelex, la loi est dure mais c'est la loi du temps. Nous avons acheté. Ça aurait été mieux si on était averti avant. Je me demande qu'est-ce que je vais faire avec les enfants dehors, s'interroge cette femme. Moi, personnellement, je ne savais pas. J'ai toujours l'habitude de respecter la loi. Seulement si les chefs Bateke ne m'avaient pas vendu cette parcelle, conclut cette autre femme. Un acte interpellateur, les Kinois sont donc appelés à bien se renseigner avant l'achat ou la construction aux alentours de la décharge finale d'Mpassa, site réservé aux immondices que produisent les mêmes Kinois. La loi est dure, mais c'est la loi, a dit notre reporter. Nouvelle vision et nouvelle stratégie pour la Direction générale des impôts, résolument engagée à maximiser ses recettes. La session des directeurs des impôts venus de l'intérieur du pays, mais aussi de la capitale, s'est clôturée ce samedi avec plusieurs recommandations. Les participants se sont engagés à multiplier les efforts pour combler le gap des ressources nécessaires en faveur du budget de l'État. Pendant 3 jours, les directeurs des impôts ont évalué le comportement de recettes des impôts depuis janvier à fin juillet 2015 par centre de perception. Des assises qui ont permis de revoir les stratégies de mobilisation et baliser le chemin en définissant les nouvelles actions susceptibles de booster les recettes durant les 4 derniers mois de l'année 2015. À travers ces signatures, les directeurs des impôts s'engagent de conduire avec une détermination renouvelée la mission de mobilisation de recettes publiques dans le strict respect des lois et règlements en vigueur. Face aux difficultés relevées par les directeurs des impôts, le gouvernement promet d'accompagner la haute direction dans l'acquisition de moyens techniques de la nouvelle technologie, levier important dans les efforts de maximisation de recettes publiques. Tout en vous exhortant à plus de dynamisme, voire d'audace, pour rencontrer les attentes de toute la communauté nationale, soyez rassurés de l'accompagnement du ministère et du ministre des Finances, notamment en ce qui concerne l'implication des autorités à tous les niveaux pour la retenue de l'IPR, des institutions et organismes publics, ainsi que la résolution des problèmes liés à la gestion des ressources humaines. Tenant compte des contraintes relatives à la conjoncture internationale particulièrement difficile observée cette année, la DGI a en outre posé les jalons qui détermineront les efforts à redoubler pour s'acquitter de ces assignations dans le cadre du budget de l'État 2016. Et on va maintenant se rendre dans le Nord Kivu pour parler du séjour de la sous-secrétaire des Nations Unies aux affaires humanitaires. Kyungwa Kang était dans le camp de Mugunga où elle a eu l'opportunité de palper du doigt les réalités des conditions humanitaires auxquelles sont confrontés au quotidien les déplacés qui y vivent. L'Est de la RDC retrouve petit à petit la paix après une décennie d'instabilité causée par des conflits armés. Malgré les efforts consentis pour restaurer la quiétude, les conséquences sont encore perceptibles. Comme ce camp de déplacés internes, Mugunga 3, situé à 15 km à l'est de la ville de Goma, qui héberge plus de 5000 personnes dans des conditions inhumaines. Des personnes qui ont fui les attaques des groupes armés dans leur zone d'origine et aussi ceux qui sont sortis des sites spontanés fermés sur décision du gouvernement congolais. Ici, l'état de vulnérabilité est visible. L'on retrouve des personnes vivant avec handicap, mais aussi des personnes de 3e âge qui ne comptent que sur la ration des ONG qu'ils jugent insuffisante. Il vit ici au camp de Mugunga 3, il reçoit la ration PAM,
taille 1, par taille on donne 6 kg de farine. Les 6 kg de farine s'épuisent tôt et puis il ne sait plus comment vivre. Tel qu'il est là, il vient de faire 3 jours sans manger. Elle est souvent violée et les hommes l'abandonnent enceinte. Elle était venue de Kisigari. Elle fait 3 ans ici au camp. Elle circule le long de la route pour mendier. Et là, ceux qui ont la bonne volonté l'aident et puis elle donne aux enfants à manger. Ces vulnérables ont des attentes, entre autres celle d'être soutenus et de regagner leur territoire. J'ai fait 8 ans dans ce camp. Nous sommes venus ici à cause de la guerre chez nous à Rutshuru avec Laurent Kunda. Certains d'entre nous craignent de rentrer chez eux, retrouver leur champ de peur de se faire tuer. C'est pour ça qu'on attend toujours ici, que les autorités fassent un effort pour que nous puissions rentrer chez nous et qu'elles prennent en charge nos besoins ici dans le camp. Nos bâches sont déchirées, nous manquons de nourriture. En séjour à Goma, dans le Nord Kivu, la sous-secrétaire générale des Nations Unies chargée des questions humanitaires a déploré cette situation en indiquant que Mugunga 3 est un camp où les conditions sont les plus difficiles. Elle a pour ce faire sollicité une grande mobilisation des ressources afin de répondre aux besoins de ces réfugiés. Nous sommes tombés d'accord sur un cadre de discussion régulier entre les humanitaires et les autorités de la province afin de trouver les solutions idoines à cette situation, même si il pourrait y avoir certaines différences. Je suis confiant que les autorités vont faire tout leur possible pour qu'en fait on s'accorde sur une solution qui respecte la dignité des personnes. Effectivement, c'est une situation qui est assez critique. Les personnes ici qui ressentent une situation sont les personnes les plus vulnérables et c'est dû en grande partie au fait que nous avons moins d'argent. Et c'est pas une situation qui affecte seulement le Congo, mais c'est toutes les crises humanitaires à travers le monde. Il y a un déficit financier, mais je vais en parler avec les partenaires lorsque nous rentrons sur Goma. Dans ce camp, Kyungwa Kang a visité une savonnerie tenue par les déplacés. Elle a également échangé avec les femmes de cette communauté. Toujours dans le cadre de sa mission, la sous-secrétaire des Nations Unies chargée des affaires humanitaires a eu également à visiter le camp de Lusenda dans le territoire de Fizi. Nous sommes dans le sud Kivu. Kyungwa Kang n'a pas pu résister face à la précarité dans laquelle vit plus de 8000 réfugiés burundais, raison de plus pour qu'elle lance un appel de mobilisation des ressources allouées aux questions humanitaires. République démocratique du Congo, pays hospitalier. La sous-secrétaire générale des Nations Unies aux affaires humanitaires l'a expérimenté lors de sa mission à l'est du pays. C'est ici, à Lusenda, dans le territoire de Fizi, dans la province du Sud Kivu, qu'est érigé le camp des réfugiés burundais. Ils sont plus de 8000. Oui à l'accueil, mais non à la scolarisation de leurs enfants, selon le programme scolaire congolais. Le déficit communicationnel causé par l'usage de la langue des infirmiers dans le centre de santé constitue un autre problème qui s'ajoute à la ration alimentaire insuffisante. Les parents vont refuser que nous ne sommes pas envoyés leurs enfants dans les écoles autochtones. On a dit que si les écoles ne sont pas arrivées ici au cas, on va refuser d'envoyer leurs enfants, on va rester ici au cas toujours. Si notre pays va retrouver la paix, on aura retourné chez nous. D'autres problèmes que nous avions, si les malades arrivent ici, il y a la différente interprétation de la langue. Tous les infirmiers, ce sont des Congolaises. Nous n'avons pas l'infirmier burundais qui est ici. Quand les malades arrivent sans connaître les Swahili ou les Français, c'est très difficile de comprendre avec l'infirmier. Pour le vice-gouverneur de la province, l'incompatibilité ne se pose pas. Toute personne sur le sol congolais devrait respecter le programme scolaire congolais. Pour le programme scolaire, évidemment, tous les réfugiés, c'est un principe, je dirais même universel, tous les réfugiés suivent le programme national.
La sous-secrétaire générale aux affaires humanitaires a aussi visité le centre de santé érigé dans ce camp de réfugiés. Le camp de Lucenda est un nouveau camp avec des besoins assez importants. L'espoir est que les réfugiés retournent chez eux. It's a new camp, so the image of the camp is quite orderly and well established. Of course, the future of the camp situation is also hugely in question when we think of the financial situation. But there's hope for refugees who have lost. On a beau garder les réfugiés burundais dans ce camp, mais ces derniers croisent le doigt dans l'attente de rentrer chez eux dès que possible. Je vous rappelle que Kyung Wakang a clôturé sa visite hier en République démocratique du Congo. On va à présent ouvrir le dossier rentrée scolaire. Tout est fin prêt pour la reprise des cours ce lundi, mais comme chaque année, des questions récurrentes refont surface à quelques jours de la rentrée, notamment celle de la prise en charge des enseignants par les parents. Un consensus a été finalement trouvé à l'issue des échanges entre le ministre de l'EPES et les membres de l'association des parents d'élèves des écoles conventionnées CAPEC. On écoute cette déclaration qui nous en dit plus. Après ces deux concertations, il s'est dégagé un consensus pour que nous puissions établir un plan de sortie de cette situation. Il s'agissait d'abord de ne pas rompre catégoriquement parce que la rupture brusque risque de porter préjudice et aux enfants et aux enseignants et aux parents eux-mêmes. Considérant la qualité de l'enseignement que nous devons avoir, après s'être concertés et entendus, nous sommes arrivés à agir en paliers. Et le premier palier consiste à ce que les établissements scolaires et les parents respectent les textes légaux et réglementaires. Néanmoins, les concertations vont continuer avec le temps pour que nous puissions finaliser la préoccupation qui a été exprimée par les parents d'élèves. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous demandons à tous les parents d'envoyer les enfants le lundi 7 septembre 2015 à l'école. Il faut que la rentrée scolaire soit apaisée, parce qu'il n'y a pas d'école sans enfants, il n'y a pas d'école sans enseignants. Vous l'avez certainement remarqué, la ville a été mouvementée ce week-end par les préparatifs de dernière minute pour la rentrée scolaire. Certains élèves risquent pourtant de ne pas être au rendez-vous ce lundi, puisqu'en n'étant pas prêts dans les ateliers des coutures par exemple, non seulement il n'y a pas eu engouement, mais aussi des uniformes sont abandonnés, raison évoquée, les manques des moyens financiers chez certains parents. Constat, Corinne Saboué. Chemises, blouses, culottes, pantalons et robes ont gagné de l'espace sur les tables de couture à ces quelques heures de la rentrée des classes. Comme on peut l'apercevoir sur ces images, les tissus bleus et blancs ont inondé les ateliers, faisant travailler en symbiose machine à coudre, pédales, ciseaux et fer à repasser. Les couturiers, eux, se disent prêts à livrer les uniformes d'ici à dimanche soir et aux parents de se battre à leur tour pour payer les frais de couture. J'utilise des machines vraiment sophistiquées, des machines industrielles. Je suis sûre que, en tout cas aujourd'hui, plus tard demain soir, je termine tout ce que je suis en train de faire maintenant. Vous voyez bien qu'il y a un problème de financement avec les parents. Ils ont payé en retard. C'est pour cela que nous sommes en train de se débrouiller pour qu'on puisse retirer ça. Certains parents retirent déjà les tenues de leurs enfants, mais d'autres justifient leur retard par le manque de moyens. Et c'est à 2 jours qu'ils accourent vers les couturiers. Mbongo ezomonana te koteka pe ekoma pasi okoteka boye banda ntongo ti butu ozwi mpe eloko malonga te ozwi kaka biloko ya bana ya moke ya kolia siko ntango ozotangisa mpe bana na ndenge moko mpe ya pasi kaka ndenge ozolukela mpo somba mpe uniforme ya pasi yango nayeba te ye kaka na lelo oyo po ti mokolo bakozonga
nayebi kaza na misala pe ya bato mususu o baye ko pesa e kasi na kozela ti mukolo yango na kasekosila okozela kaka po akobeta ngo butu. Cependant, il y a aussi ce problème de vente d'uniformes dans les écoles qui tue depuis un temps le marché des couturiers. Par rapport à nous, l'équipe, uniforme parce que l'école, le début c'est marché. Pour tous autres, on a uniforme, pantalon, chemise, 15 000 francs. On a discuté, 10 000. Mais l'école, on a $40, 35, 25 $. Et puis, et puis c'est obligatoire. L'école est belée. Et tongi ba uniforme, c'est ça, bazo cassé, biso batailleur, na ba parents mususu. Cette année, les parents ont le privilège d'envoyer leurs enfants à l'école avec ou sans frais de confirmation dès ce lundi 7 septembre, dixit le gouverneur de la ville. Comme si cela explique ceci, le constat était quasi similaire. Il y a quelques semaines, dans les marchés, les vendeurs se sont également plaints de ne pas écouler leurs marchandises. L'heure est à présent aux derniers préparatifs. Boutiques, magasins et autres places de vente de manuels scolaires sont pris d'assaut par les acheteurs qui s'y rendent pour s'approvisionner. Seulement, un constat se dégage, celui du faible taux d'achat des kits scolaires. Une situation qui serait due, selon le vendeur, à une concurrence imposée par certaines écoles qui se sont lancées également dans la vente de fournitures scolaires. Nous vendons ces jupes à 3 000 francs congolais, mais dans des écoles, elles reviennent à 19 ou 17 $ américains. Le comble est que le gouvernement ne s'y implique même pas. Les écoles obligent les élèves à acheter les uniformes dans leurs établissements. Alors à qui allons-nous vendre ? Pour que nous vendions aisément, les écoles doivent arrêter de vendre. Nous achetons tous avec les écoles le même tissu. Mais les écoles vendent plus cher que nous. Alors que c'est à nous de vendre plus cher pour qu'ensuite nous payions les frais scolaires de nos enfants. Comme là, depuis le matin, je n'ai même pas atteint 20 000 francs congolais. Cette pratique handicape le système du marché et baisse automatiquement le taux d'intérêt du chiffre d'affaires de ces commerçants. À l'époque, on vendait le rouleau à 12 ou 15 000 $ américains. Mais je peux vous dire qu'actuellement, je vends soit 6 000 $ américains par jour. Donc la vente est vraiment en baisse parce que les écoles vendent aussi ces uniformes. Les expatriés en vendent en détail dans les cités. Une question est posée à l'issue de ce constat fait, celle de savoir si les écoles seraient aussi habilitées à vendre les manuels scolaires. Le vendeur aurait-il le monopole du marché? C'est à cela que nous tentons de répondre dans notre prochain reportage. Dossier donc à suivre. Et le rendez-vous est donc pris ce lundi pour la rentrée scolaire 2015-2016. On va finir par cette brève en sport. Première journée de l'EPFKIN. Le FC Renaissance gagne dans la douleur. 2-1 devant FC Dijac dans la seconde affiche du jour. Dans la seconde affiche du jour, la rencontre de Kevin Litté a scoré 2 fois pour Renaissance. Le Real de Kin a battu AC Bandal dans les derbys de la Funa. 2-1. Merci de nous suivre à Kinshasa et partout dans le monde. Le prochain rendez-vous, c'est tout à l'heure à 23h30.